Bonjour et bienvenue dans ce cours sur brûlure et inhalation de fumée. Les objectifs pédagogiques seront de connaître la définition d'un syndrome d'inhalation de fumée d'incendie et d'identifier une brûlure des voies aériennes. Nous verrons comment définir un syndrome d'inhalation de fumée d'incendie, les principes physiopathologiques et les critères diagnostiques. Un syndrome d'inhalation de fumée d'incendie correspond à une atteinte respiratoire survenant au décours de l'exposition à des fumées d'incendie. Cette atteinte respiratoire résulte d'une toxicité pulmonaire ou systémique. Le syndrome d'inhalation de fumée d'incendie est responsable de la majorité des décès au cours ou au décours d'un incendie. Il est à rechercher systématiquement chez un patient brûlé à la phase aiguë. Sa physiopathologie est multifactorielle. Il découle de lésions des voies aériennes supérieures par un mécanisme de brûlure thermique, d'exposition à des fumées dont la température varie de 260 à 1000 degrés. Cette brûlure thermique entraîne un œdème des voies aériennes supérieures exposant à un risque d'obstruction complète des voies aériennes. Peut s'associer à ces lésions des voies aériennes supérieures des lésions pulmonaires secondaires à un mécanisme d'agression chimique lié à l'exposition aux gaz irritants et aux suies. Ces lésions pulmonaires vont se caractériser par des atelectasies, secondaires à la présence de bouchons endobronchiques, de suie, de sécrétion, et un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il existe enfin une composante de toxicité systémique liée à la diminution de la FiO2 de l'air ambiant et à une possible intoxication au gaz asphyxiant, monoxyde de carbone et cyanure. Le diagnostic de syndrome d'inhalation de fumée d'incendie est d'une part clinique. On recherchera des signes faisant évoquer une brûlure des voies aériennes supérieures, présence de brûlure du visage et du cou, de dépôt de suie narinaire, linguale, d'expectoration de suie. On recherchera une modification de la voix, un stridor, une dyspnée laryngée. On recherchera bien sûr des signes cliniques d'insuffisance respiratoire aiguë. Et d'autre part, on réalisera une endoscopie bronchique lorsque c'est possible, c'est-à-dire en l'absence de signes d'insuffisance respiratoire aiguë ou chez un patient intubé. Celle-ci met typiquement en évidence un œdème des voies aériennes supérieures, éventuellement associé à la présence de suie dans l'arbre bronchique. Peuvent s'associer aux éléments précédents une part d'intoxication oxycarbonée que l'on suspecte lorsque le détecteur des pompiers a indiqué la présence d'un taux de monoxyde de carbone dans l'environnement élevé et qui est confirmé par un taux d'HBCO supérieur à 3% chez le non-fumeur ou supérieur à 10% chez le fumeur, et une part d'intoxication au cyanure. On rappelle que les signes cliniques sont les troubles de conscience, les céphalées, les vertiges, la douleur thoracique, et qu'on la suspectera biologiquement devant une hyperlactatémie. Ces items sont traités de manière complémentaire dans l'item 337. Les principaux messages à retenir sont que tout signe respiratoire chez un patient exposé à des fumées d'incendie doit faire suspecter un syndrome d'inhalation de fumée d'incendie. Sa toxicité est à la fois locale, par atteinte des voies aériennes supérieures, pulmonaire et systémique. Une endoscopie bronchique peut être nécessaire. Enfin, l'intoxication au gaz asphyxiant nécessite la mise en œuvre d'interventions thérapeutiques spécifiques. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous reporter au chapitre du CENIR pour plus d'informations.